Oui, merci. Va arriver le dernier, c'est être pané, évidemment, hein. En temps, je veux dire. Alors, je vais accélérer, évidemment. Quelle sorte de message appartient le message? Effectivement, je vais reprendre une bonne partie de ce qui vient d'être dit d'une autre manière, à partir d'un autre angle, hein. Rodolfo, tout à l'heure, il nous rappelait qu'il y a 80 ans, Gregory Bateson, qui est notre grand-père, il ne faut pas l'oublier, hein, le grand-père des systémiciens, il a fondé la thérapie femelle systémique. Il l'appelait sociothérapie, d'ailleurs, hein. Et en 1956, il nous a proposé un superbe article dans lequel il y avait un modèle de la communication qui n'a pas pris une ride. Vous savez, enfin vous ne savez pas, j'en sais rien, la ponctuation interniveau, l'humour, la falsification des signaux d'identification des modes de communication, les catégories de l'apprentissage et, on va beaucoup parler de ça, les niveaux multiples d'apprentissage et la classification logique des signaux. Ça a l'air barbare, mais c'est absolument fondamental. Hein, c'est l'apprentissage qui définit le processus de distinction des modes de communication, ou bien à l'intérieur de moi, ou bien entre moi et les autres. Un enfant de 5 ans sait faire ça. Enfin, c'est-à-dire, là, Groucho Marx dit qu'on m'amène un enfant de 5 ans. Ouais, évidemment. En plus, comme je prends de l'âge, je me focalise de plus en plus sur ce qui arrive à nos enfants petits, et comme tous les grands-pères. C'est donc des enfants petits dont je vais vous parler là, et de mes inquiétudes les concernant. Parce que ce qu'on appelle classification logique des signaux, ça consiste à pouvoir attribuer les bons modes de communication simultanément, hein, aux messages verbaux et non-verbaux que je reçois des autres, aux messages verbaux et non-verbaux que j'émets moi-même, et à mes propres pensées, mes propres sensations, mes propres perceptions. Et tout ça, bien sûr, en tenant compte des effets de contexte. Et sur la base du nouveau cadre de référence, qui est le nouveau cadre qui a émergé avec la mutation sociétale, hein, parce que c'est ce nouveau cadre de référence qui fournit les étiquettes. Les étiquettes, c'est quoi? C'est le moyen que tout le monde comprenne la même chose en même temps. Je vous donne un exemple plus compréhensible sur ce que sont les étiquettes. Si je vous dis la goutte qui fait déborder le vase, c'est une métaphore étiquetée. Ça ne veut rien dire du tout par rapport à ce que je veux dire. On entendrait bien. Ça veut dire je ne vais pas tarder à péter les plombs, ce qui est une autre métaphore étiquetée. On passe de métaphore étiquetée à métaphore étiquetée. Mais si je vous dis j'ai une montagne de travail, tout le monde comprend. Si je vous dis j'ai une prairie de travail, vous dites c'est quoi? Parce que ce n'est pas étiqueté. Et en fait, on fonctionne ensemble uniquement à partir de cet étiquetage partagé par tous. Et c'est le cadre de référence qui les fournit, les étiquettes. C'est une sorte de schéma mental sociétalement partagé. Si j'illustre concrètement, je flippe à l'idée de vous gaver avec mes théories. Ça, c'est mon mode de communication. Les signaux d'identification de mon mode de communication, c'est la barre entre mes yeux, mon regard plutôt inquiet, je me rapetisse au maximum derrière mon écran. À l'inverse, si mon mode de communication, c'est je suis très content d'être ici avec vous, c'est mon mode de communication, je vous le montre en vous souriant, avec ma voix enjouée, mon sourire, etc. Tout ça, c'est les signaux d'identification de mes modes de communication. Les gens qui ne peuvent pas piger ça, c'est des gens qui ne peuvent pas socialiser. C'est aussi bête que ça. L'apprentissage des compétences sociales, il est directement, et je dirais même exclusivement en fonction de la possibilité d'attribuer simultanément les bons modes de communication aux messages verbaux et non verbaux que je reçois des autres, aux messages verbaux et non verbaux que j'émets moi-même, et à mes propres pensées, sensations, perceptions, et le tout en contexte. Alors, une sorte de message, c'est quoi? Une sorte de message, c'est une abstraction, c'est une catégorie, c'est une classe d'objets. Une sorte de message, ce n'est pas un message, hein, on entend d'où bien. Hein. Alors, la recherche sur le développement primaire chez les enfants montre que très tôt, en fait dès les tout premiers mois de la vie, hein, les enfants ils se mettent à catégoriser.
Ils le font sur la base d'une fiabilité suffisante des formes, des couleurs, des odeurs, des objets qui constituent leur environnement. Et ils le font avant tout, bien sûr, sur la base d'une fiabilité suffisante des interactions qui sont proposées par les êtres humains qui les environnent. Là-dessus, il est clair que les êtres humains sont moins fiables que les loups, les gazelles et les moutons, parce qu'on s'est aperçu que les enfants loups, les enfants gazelles et les enfants moutons, c'était des super loups, des super gazelles, des super moutons, alors que nous, on fait des enfants qui sont beaucoup plus en difficulté, si je puis dire. Les bébés, ils travaillent donc à assembler des séries d'objets, des séries d'interactions suffisamment semblables. Et c'est de ces assemblages que vont émerger pour eux un monde qui va être constitué de types d'objets, de types d'interactions, c'est-à-dire de sortes de messages auxquels appartiennent les messages. Alors, bien évidemment, les types de messages, ils se constituent sur un mode circulaire, rappelez-vous. Ça intègre toujours les types de réponses aux messages et les contextes, puisque c'est à chaque fois à l'intérieur de soi et entre soi et les autres, et en contexte. Alors, ce que je suis en train de vous décrire laborieusement, et je vois à vos mines que vous commencez à dire, oh, le gars, heureusement que c'est le dernier. Ce que je vous décris laborieusement, c'est les conditions de l'invention par un bébé d'un monde organisé, à travers le développement très précoce de cette capacité d'abstraction. Dans le temps, on disait l'abstraction, ça arrive avec la théorie de l'esprit à 5 ans, puis Piaget, il disait plutôt sur le coup des 15 ans, puis les néo-piagétiens plutôt sur le coup des 18-24. Non, c'est tout de suite. Un bébé, il a des capacités d'abstraction, il les met en œuvre. Alors, cette classification logique des signaux d'identification des modes de communication, c'est ce qui fait l'objet de mon travail de praticien et de chercheur depuis une vingtaine d'années, en fait depuis le jour où je me suis dit que ce qui nous arrivait, c'était une mutation sociétale. Et depuis le jour où j'ai pu mesurer la puissance d'un façonnement sociétal, son efficacité incroyable en termes de prescription de rituels sociétaux, c'est-à-dire de valeurs, sachant qu'une valeur, c'est une habitude. Alors, j'ai pris le temps de modéliser le façonnement sociétal de nos jeunes mutants standards. Ça, c'est mon bouquin sur les mutants. J'ai essayé de décrire la nouvelle forme de normalité qu'ils incarnent, effectivement. Et comme j'étais plutôt content de moi, oui, ça arrive. À ce moment-là, je me suis tourné vers les adolescents et les enfants en grande difficulté. Vous savez, les locataires de nos mecs et de nos ITEP. Et là encore, le génie de Betson, il m'a encore bien simplifié la tâche. Alors, plus je les côtoyais, ces enfants perdus, plus je constatais leur difficulté énorme dans laquelle ils se trouvent de distinguer, justement ce que je suis en train de vous raconter, la difficulté dans laquelle ils se trouvent de distinguer les modes de communication à l'intérieur d'eux-mêmes et entre eux-mêmes et les autres. En d'autres termes, tous, à divers degrés, ils montrent un trouble de la capacité à identifier et à interpréter cette classe de signaux qui nous indique à quelle sorte de message appartiennent les messages. Donc, il restait à modéliser les conditions de cette difficulté extrême, de façon à pouvoir y adosser un modèle éducatif adéquat, évidemment, sans pour autant oublier que le modèle en question doit intégrer qu'ils sont mutants. Ils sont déglingués, certes, mais ils sont mutants aussi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà influencés par le nouveau cadre. Alors la question elle se résume comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un message, c'est ce qui fait qu'un enfant peut apprendre à quelle sorte de message appartiennent les messages, à l'intérieur de lui-même, entre lui-même et les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne peut pas l'apprendre? Sachant que, c'est clair, si le processus d'apprentissage est entravé, ça conduit inexorablement à une difficulté, voire une impossibilité de socialisation. Les éducs, les psys qui sont dans la salle et qui fréquentent les gamins de mexédité, puis ils savent de quoi je parle. Alors, Betson et ses trois complices, ils l'avaient modélisé dans le registre de la schizophrénie. Mais il est clair que nos gamins de vexédité ne sont pas schizophrènes, mais ils montrent les mêmes incapacités. Donc, le double bind, ce n'est pas le seul chemin pour parvenir à cette sorte d'incapacité.
Et ma fréquentation plus qu'assidue de ces enfants perdus, ça m'a permis de constater qu'ils souffrent dans leur quasi-totalité, je ne suis pas le seul à avoir constaté ça bien sûr, du même trouble, un trouble facile à diagnostiquer puisque c'est le syndrome de stress polytraumatique. Donc il suffisait de modéliser le processus aboutissant à l'émergence d'un syndrome de stress polytraumatique. Ça revenait à décrire les contextes développementaux suffisamment significatifs au sein desquels les enfants étaient nés, avaient grandi, avant d'arriver en Mex et en ITEP, quoi. Alors tous, ils ont vécu des négligences affectives importantes, souvent des violences familiales. Tous souffrent d'un trouble de l'attachement primaire. Tous montrent une bascule fréquente dans le circuit de survie, c'est le circuit court dans le cerveau, celui qui est animé par les noyaux amygdaliens. Et tous, ils montrent des troubles de l'attention, des troubles de la pensée, des troubles du comportement. Il se trouve qu'un fonctionnement suffisant du cortex préfrontal est absolument nécessaire dans le contrôle de l'attention, de la pensée et du comportement. Alors, l'hypothèse qui s'imposait, c'est, et à la lumière bien sûr des travaux en neurosciences sur la question, l'hypothèse c'est entrave au développement suffisant du cortex préfrontal. Alors, à deux niveaux. Alors, le niveau qu'on peut qualifier d'éthologique, l'éthos, c'est les contextes au sein desquels l'usage des instincts, c'est l'agressivité et la sexualité, et l'usage des émotions s'organisent. Puis le niveau, Bateson, il appelait ça le niveau édologique. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'était génial de décrire ça. C'est la combinaison entre ce que nos organes perceptifs voient, cette bouteille-là, et les présupposés culturels associés à l'objet perçu. C'est-à-dire, si la bouteille est là, comme ça, vous la regardez, cette bouteille, et en même temps que vous la voyez, que vos sens la dessinent, vous vous dites, elle va se casser la gueule. Vous êtes inquiet pour la bouteille. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les deux, c'est-à-dire que chaque fois qu'on voit un objet, chaque fois en même temps, on sait s'il a une bonne place ou pas. Et un objet, c'est aussi un comportement, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'on est si efficace et rapide en termes de ça c'est un bon comportement, ça c'est un mauvais comportement. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de comportements nouvellement normaux, nous on les vit comme des mauvais comportements vu qu'on n'est pas mutant. Donc tous les éduques qui accompagnent les enfants de Mex et d'ITEP, ils voient facilement que les enfants de Mex et d'ITEP, ils montrent un mésusage constant de leurs instincts, de leurs émotions et des objets. Donc ils se montrent, vous le savez, particulièrement irritables, impulsifs, des accès de colère, des accès de violence, sans raison entre guillemets, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration. Ils sont coutumiers de conduite à risque, d'automédication en base de cannabis et d'alcool, de jeux vidéo. Un certain nombre s'automutilent et un certain nombre d'entre eux montrent des comportements sexuels inadaptés, etc. Donc autant de mésusages, des instincts, des émotions, des objets et de soi et de l'autre. En d'autres termes, ils ne savent pas quelle sorte de message, à partir du message à l'intérieur d'eux-mêmes et entre eux-mêmes et les autres. Quoi faire avec ça? On a retroussé nos manches, on a repris le terme proposé par Bateson, sociothérapie, et on a commencé à construire un chemin sociothérapeutique adossé aux troubles montrés par ce petit peuple des Mex et des ITEP, et outillé à partir des valeurs, chacune des valeurs présentes dans le nouveau cadre. Quand on parle de cadre, on pense cadre éducatif. Mais le cadre, en fait, c'est quelque chose qui régit la totalité des interactions à l'intérieur d'une société. Dans notre monde à nous, interdit, soumission, confrontation, punition, on le pense évidemment en ce qui concerne les enfants, mais dans l'entreprise, c'est exactement comme ça. Dans l'institution entre adultes, c'est aussi comme ça. Le cadre, c'est quelque chose qui régit la totalité de la société. Et le nouveau cadre régit la totalité de la société mutante, mais nous, on court derrière pour l'instant, ou on freine. Et je dois dire que depuis une petite dizaine d'années qu'on met ça en œuvre, on est plutôt content de nous, encore une fois. Et là, pour finir je reprends un peu ce que ma collègue disait tout à l'heure.
Et là, nous, on a un sentiment d'urgence extrême par rapport à ça. Hein, puisqu'elle évoquait, elle était frustrée parce qu'elle n'a pas pu parler de l'autisme. Hein. Donc, au moins de 20 ans, il y a un chiffre mirobolant. Hein. Le nombre d'enfants Asperger, hein, Asperger, c'est une forme légère d'autisme, il aurait augmenté de 600% en moins de 20 ans. Donc, c'est un chiffre hautement improbable. Mais il y a peut-être d'autres hypothèses. Et il y en a une qui... Alors, la Haute Autorité de Santé, il faut bien savoir qu'elle a toujours 4 trains de retard. Donc là-dessus, on ne peut pas lui faire confiance aujourd'hui. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on peut constater que, on constate de plus en plus que beaucoup de parents privent leur enfant très jeune du temps d'interaction nécessaire à la construction des sortes de messages auxquels appartiennent les messages. Parce qu'ils dédient ce temps d'interaction à leur tablette et à leur smartphone. Tout en le collant, on l'a vu, hein, dès l'âge d'1 an devant les écrans, à tel point que leurs enfants ne peuvent pas acquérir les compétences cognitives, émotionnelles et motrices nécessaires à la régulation normale de leur cognition, de leur attention et de leur comportement. Et ces pseudo-Asperger qui commencent à nous envahir, il est beaucoup plus probable que ce sont ces enfants-là qui sont construits à partir d'une privation malheureusement suffisante des interactions qui leur sont nécessaires pour construire les sortes de messages auxquels appartiennent les messages. Et là, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer une armée, une horde d'enfants incompétents sociaux. Hein. Donc, Mex-ITEP, il y a du boulot pour 10 ans de plus là. Voilà, merci de votre attention. Bon, merci beaucoup à toutes les interventions. Et on a 5 minutes pour récupérer le dernier de notre retard de début. Donc, je pense que c'est important s'il y aurait au moins 2 questions qui pourraient se poser à partir de ce que vous avez entendu, et pour pouvoir un petit peu donner la parole, vous donner la parole, quoi. Et quoi que ça, c'est très, très important. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait une question, plus une question qu'une intervention. Enfin, parfois, les questions deviennent des interventions. Mais... je vais vous passer le... Donc, voilà, on peut passer... En ce qui concerne nos enfants mutants, j'ai une grande confiance en eux, dans leur capacité à construire un monde pas pire que le nôtre. Parce que c'est difficile. Hein, nous, on a fait quand même 100 millions de morts au XXe siècle. On continue à en faire un paquet au début du XXIe siècle. Les valeurs présentes dans le nouveau cadre, qui sont interdépendance, coopération, entre autres, c'est quelque chose qui m'enchante. Mais la peur que j'ai, c'est nous. Nous, parce que pour l'instant, on ne fait pas grand-chose pour les protéger et pour accompagner de manière suffisamment efficace et harmonieuse les nécessités développementales de ces enfants, en termes essentiellement, effectivement, d'attachement, parce que ce que j'ai évoqué, j'ai peu parlé d'attachement, mais c'est bien ça dont il s'agit. Parce qu'un parent qui est devant une maman qui donne le sein en répondant à ses SMS, un père qui surveille, parce que ça arrive, hein, un père qui surveille ses mômes en jouant à Candy Crush comme un fou. Ça donne quoi? Ça donne des parents absents à l'enfant, alors qu'ils sont présents. C'est très différent des parents qui est le père camionneur qui est obligé de partir pour toute la semaine. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est-à-dire que l'enfant qui se sent absent en présence de ses parents, ça c'est terrible, ça c'est destructeur, ça c'est quelque chose qui va co-générer une forme très insécure d'attachement. Alors à nous de jouer, et effectivement, ma collègue disait que on commence tout doucement à penser un usage raisonné, raisonnable des écrans. Ça commence tout doucement, hein. Mais bon,
Oui, bon, dans les 10 ans, quoi. Mais en tant que parent, c'est pour la première fois de ma vie, alors que je fréquente énormément d'éducateurs, de psy, d'AS, etc., j'ai entendu dans une de mes formations en Belgique une jeune femme qui me disait, quand je me suis trouvée enceinte, j'ai réfléchi et je me suis dit, je ne peux pas faire vivre à mon enfant la façon dont je vis à l'heure actuelle. Donc, elle a effacé tous ses réseaux sociaux sur son ordinateur, elle a effacé tous ses réseaux sociaux sur son smartphone, et tant que son enfant est petit, elle n'utilise son smartphone que comme téléphone. Alors ça, vous voyez, ça commence tout doucement. Je l'ai entendu une fois, mais c'est encourageant. Voilà, une autre question pour finir. Voilà. Ça marche. J'aimerais, tout au départ, le premier intervenant a parlé beaucoup de l'Europe, et j'aimerais savoir s'il y a eu des recherches sur les familles polygames et quel héritage en avez-vous récupéré justement pour la systémie. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi ou à Serge Evez. Non, parce que lui est systémicien, et peut-être qu'il n'a pas travaillé sur la polygamie. Moi, je ne suis pas systémicien et je connais un petit peu la polygamie, puisque je suis issu d'une famille polygame. Alors, je ne sais pas, comment on fait? Sur votre expérience, c'est plus intéressant. Non, je ne connais pas, à vrai dire, de travaux de psychologie clinique orientée par la systémie ou par la psychanalyse qui est portée sur les familles polygames. Ce que je sais, c'est que ces familles polygames sont d'authentiques familles, c'est-à-dire qu'il y a une illusion à s'en tenir à la seule perspective occidentale de réduire la famille à ce dont on a l'expérience ici. Une famille polygame, c'est une authentique famille, mais au sens que Serge Efez développait de la verticalité. Ce sont des familles verticales et pas du tout des familles horizontales. Il y a une fraternité, il y a une solidarité, il y a une transmission, simplement en fonction des zones, des pays dans lesquels les choses se passent, en fonction de la religion qui est dominante. Dans ce pays, ça prend des formes tout à fait différentes. La polygamie en pays musulman, par exemple, dans le nord du Mali, dont je viens, ce n'est pas du tout la même chose que la polygamie en Côte d'Ivoire ou au Togo. Bon, sinon, ce serait vraiment... S'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question. Non, mais sur le message... Peut-être qu'il y a un message adressé au message dans la polygamie. J'ai aucune expérience en matière de polygamie, donc... Vous ratez quelque chose. J'ai conscience de rater quelque chose, oui, bien sûr. Mon épouse n'est pas là, Dieu merci. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Et puis, merci.